Bonjour Thomas. Bonjour Christine. Tu as créé un label qui s'appelle Mouti avec Bertie. Vous êtes en duo avec ta femme. Tout à fait. Voilà. Votre style, ton style est très streetwear, pop culture, avec des broderies. Avec des broderies, avec cette sensibilité un peu féminine justement. Voilà. De fait de cette dualité. Et c'est une mode, une nouvelle vision de l'homme. Tout à fait. Avec des tissus luxueux et raffinés. C'est ça. À quel moment est-ce que le milieu de la nuit, parce que tu viens du milieu de la nuit, comment t'es venu, comment ça s'est passé, comment tu as fait pour passer à la mode en fait? Tout simplement parce que c'était une volonté de ma part de passer à quelque chose de beaucoup plus tangible. J'avais fait le tour, j'ai passé des super années, 15 belles années dans l'événementiel et dans le relation publique, un peu partout dans le monde en plus. J'ai eu la chance de pouvoir voyager et de rencontrer des personnes extraordinaires et me construire un réseau très important. On va voir que par la suite, c'est ce qui a fait que la marque a perduré. Absolument. Et donc oui, la nuit, ça m'a permis de rencontrer déjà pas mal de gens. Parce que j'ai toujours... Et tu as fait ton réseau comme ça. Exactement. Donc et c'est quand même un outil qui est incroyable pour pouvoir rencontrer des gens d'univers hyper variés et de pouvoir créer du lien. Absolument. Donc vous êtes lancé en 2018. Oui, fin 2018. Vous avez un showroom boutique avenue Victor Hugo. Tout à fait. Et vous avez eu une forte progression lors du Covid. Ouais, Et donc, quel était le business plan, en fait, quand vous êtes lancé? Parce que je sais que Bertie, elle, a fait les studios Berceau. Tout à fait. Et donc, du coup, vous êtes parti d'une page blanche. C'est ça, complètement autodidacte. Bon, Bertie, elle avait un background quand même mode. Donc, elle a fait le studio Berceau et ensuite, elle a fait du mannequinat, quelques stages dans des grandes maisons. Mais elle a surtout, comme moi, su créer du lien avec tout ce monde-là. Parce qu'elle évoluait dans le même écosystème. Et ensuite, personnellement, j'ai construit la marque comme si on allait être une grande maison très vite. Et donc, avec une distribution multicanale, donc à savoir du retail et du wholesale. Le wholesale, au début, en effet, ça a été compliqué parce qu'on a présenté notre première collection en 2020 et très vite, il y a eu le Covid. Donc il a fallu basculer un peu le chiffre d'affaires sur du retail. Et donc, ça passe par des pop-up. D'accord. Ça passe par très vite. On a créé un lieu un peu hybride. C'était comme on n'était que 3 dans la société. C'était à la fois nos bureaux, nos showrooms et un magasin. Et donc les gens venaient et rencontraient directement les créateurs, venaient essayer et repartaient avec leurs vêtements. Et ça a très vite, très bien marché. Et donc c'est ce qui faisait perdurer la marque. Et après, petit à petit, avec le fait qu'on avait un gros réseau, donc une base de clients, plus les célébrités et les VIP, ça nous a permis de donner de la visibilité à la marque, un peu plus de crédibilité, et donc c'est monté comme ça un peu crescendo. Justement, sur les célébrités, vous êtes reconnu aussi avec une veste en tweed, avec des ornements, des boutonnières perles. Extra large, et donc ça c'est un carton. Ouais, c'est un carton. Et alors déjà ça vient de moi qui suis pas forcément t'avais envie de mettre ce genre de veste. Très androgyne mais même petit, je m'habillais je piochais dans des garde-robes féminines que je prenais en plus large. Ta maman était dans la mode d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et Bertie, elle était complètement dingue de mode, mais voilà, donc c'est venu de là. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit un duo créatif, que moi j'apporte ce côté beaucoup plus urbain, street culture, bold. Avec des tissus luxueux. C'est ça, et Bertie ramène ce côté beaucoup plus raffiné, très parisien, très sophistiqué, très féminin. Et donc on montre une mode très... Où on veut un mec vulnérable, où on veut montrer un mec qui assume sa part de féminité, qui peut être très bien viril, mais il peut montrer sa vulnérabilité. Et donc ça passe par des matières qui sont souvent empreintes qui sont souvent utilisées chez la femme, comme le tweed, les perles, les broderies, etc. Des broderies. Et c'est vrai que ça a très bien marché. Cette veste a très bien marché. Vous étiez en lice pour le prix de l'Andame Pierre Berger en juin 2020,
25. Tout à fait, Voilà. ouais, c'était tout récent. Qu'est-ce que ça vous a apporté en légitimité? Bah, Est-ce que ça vous a conforté? Qu'est-ce que ça a apporté? Oui, bien évidemment, ça a apporté de la crédibilité, beaucoup de visibilité à l'international. Et en fait, moi, ma volonté, c'était d'institutionnaliser la marque. On marchait bien en retail, mais je voulais augmenter mon réseau wholesale et donc captiver un peu cette clientèle très éduquée mode pour pouvoir avoir des acheteurs du monde entier avec des boutiques pointues. Et donc pour ça, il fallait les attirer avec l'institution. Et l'Andam, ça passait par l'Andam, ça passe par le calendrier officiel où on postule aussi, ça passe par le showroom Sphere, ça passe par ce link avec la haute couture et la mode et la haute couture. Malgré le prix des tissus aujourd'hui, des broderies, parce que les broderies, on ne peut pas non plus faire tout en France, à Paris, etc. Ça peut coûter très très cher. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire des prix qui soient raisonnables? Alors, sur certaines pièces, qu'est-ce que vous rattrapez sur d'autres pièces? Comment vous fonctionnez? bien évidemment, il y a sur certaines pièces, on va moins marger, bien évidemment. Après, il faut être hyper smart en termes de production. C'est sûr, quand tu es dans un segment luxe, entre guillemets, abordable, j'aime bien mettre entre guillemets, mais c'est plus une mode juste, c'est-à-dire qu'on fait du luxe, mais on essaye d'optimiser nos coûts pour pouvoir avoir des marges normales, mais que le client ne soit pas impacté. Et donc, du coup, bien sûr, nos prix ils reflètent notre qualité, mais on ne va jamais sortir un t-shirt en coton avec un print à 650 €. Non. C'est impossible, pour nous, c'est pas possible. C'est pas fair, c'est pas normal. Vous êtes un duo, donc du coup, comment vous vous partagez au niveau des tâches? Est-ce que vous créez chacun de votre côté? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que quelqu'un a plus envie de faire le pantalon de jogging rebrodé, plus le manteau, plus le hoodie, plus voilà. C'est beaucoup de partage et de discussion. Heureusement, nous, on avait l'habitude d'être constamment l'un sur l'autre depuis 14 ans qu'on se connaît. Donc, mais je ne vais pas vous cacher que c'est pas facile tous les jours d'être dans la vie comme au boulot avec la même personne tout le temps. Bien sûr. Et surtout que là, il y a des enjeux, il y a des difficultés, il y a des angoisses, il y a des sacrifices qui sont terribles. Mais on a réussi avec le temps, je ne vous dis pas que voilà, je vous dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, mais on a réussi à se caler, lui laisser son espace. Moi, je garde le mien, et puis surtout de délimiter bien les tâches. Elle s'occupe de tout le pôle créa. D'accord. Même si moi, au début de ce processus-là, je suis présent. Donc, on source les matières ensemble, on élabore le plan de collection ensemble, tout l'embellishment, le détail, etc. On le fait ensemble. Ensuite, elle s'occupe de tout le développement produit jusqu'à la présentation de la collection. Et moi, je m'occupe principalement de la com et du développement commercial à l'international. Justement, la com, ça fait partie aujourd'hui des progressions des marques. Bien évidemment. On n'est plus sur soit des papiers de fond sur les magazines ou soit sur des célébrités. C'est ça. Est-ce que dès que tu habilles une célébrité, tu as un retour immédiat sur les ventes? Ouais. Alors, je voudrais vraiment préciser une chose. C'est pas parce que tu habilles telle ou telle personne que ça va changer du jour au lendemain et que tu vas avoir un boom sur ton e-shop. C'est juste que ça apporte de la crédibilité, de la visibilité et ça conforte en fait ta communauté et ça permet de la construire. Elle est beaucoup plus réceptive, et ça permet de la construire beaucoup plus rapidement et en profondeur. Mais ça ne change pas tout. Mais en effet, ça permet d'avoir, notamment le fait d'avoir des célébrités, ça crée du business obligatoirement. Peut-être pas directement, mais indirectement. Ça donne de la visibilité sur ta marque, ça attire, ça crée de la désirabilité des acheteurs, notamment au wholesale, et de la presse, tout simplement. Ils savent qu'ils vont vendre la marque. Mais c'est un processus qui demande du temps. C'est pas du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Est-ce que vous partez, vous avez deux plans, elle s'occupe de la création, toi aussi. Est-ce que vous partez aussi sur des coups de tête, sur des tissus aussi pour faire des vêtements? Oui, tout à fait. On a un processus qui est un peu différent des autres créateurs. C'est souvent,
je suis pas dans chaque maison, mais souvent on part de croquis où on dessine une collection comme ça à la main. Et nous, comme c'est du tissu. Voilà, on part comme c'est une mode d'émotion et on veut que nos créations provoquent des sentiments, des réactions. Et souvent on part du tissu, donc un toucher, un visuel, etc. Et de ce coup de cœur là. On imagine une collection, exactement. Un pantalon. Exactement. On part d'un tissu pour imaginer un garment. Tout à fait. Pardon. Aucun souci. Vous êtes perdu dans les fiches. Comment? Non. Sur la croissance. Ouais. Quel est l'après en fait? Vous vendez et après, c'est quoi les intentions après? C'est-à-dire l'après quoi? Pour la croissance, tu as une collection de combien de pièces à peu près? Des collections qui tournent aux alentours de 70 pièces par saison à peu près. On en présente 120 en Fashion Week, on en produit 60, 70. D'accord, ok. Des reconduits à chaque fois? Ouais, on essaye justement, là, on optimise nos coûts en faisant des carry-over. Ouais. Ça, c'est très important. Éviter de... Alors, surtout dans les moments difficiles comme ça. Carry-over, c'est quoi pour... Carry-over, c'est des pièces qui sont reconduites de saison en saison. Voilà, ça coûte moins cher? Ça coûte moins cher parce qu'on en produit plus et donc du coup, on fait des économies d'échelle et on évite d'avoir trop de coûts de collection. Parce qu'on les a déjà produits sur une saison, donc on les immobilise. Et sinon, peut-être que tu voulais parler au-delà du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on a en tête? C'est ça que tu voulais dire peut-être? Oui, c'est ça. On n'a jamais construit... Bien sûr, on a construit la marque pour faire si tu veux, je sens bien que en fait, vous êtes autodidacte. Ouais. Voilà, et ça, c'est formidable. Alors, en 2018, en 2020, en 2025, comment on fait? Est-ce qu'on est toujours... Bien sûr, tu n'es plus autodidacte. Oui, j'ai appris sur le tas. Tu as appris sur le tas. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Est-ce que tu ne ferais pas demain? En fait, ce que je dis à tous mes collaborateurs, et ce que j'aimerais aussi provoquer chez le client final, c'est que moi, ma satisfaction personnelle, le fait d'être plus fier, d'être plus heureux, d'être plus libre, ça passe par un dépassement de moi. C'est-à-dire que je veux être beaucoup plus en phase avec mon moi intérieur. Ça passe par de l'introspection, ça passe par du courage et par le travail, par le fait de me révéler. Je suis vraiment le mec que j'aimerais. Tu ne lâches rien. Voilà, et c'est ce mindset-là que j'aimerais bien, pas imposer, mais inciter les gens à être beaucoup plus tournés là-dessus, d'être beaucoup tournés sur le fait d'optimiser davantage leur qualité intrinsèque. Ça serait vraiment un but. Pour l'équipe, vous travaillez avec d'autres gens. Ouais. Bien sûr, vous travaillez avec des fournisseurs en externe. Oui, on a beaucoup de fournisseurs, de suppliers. Est-ce que c'est toujours tendu? Est-ce que c'est tendu, les livraisons? Est-ce que c'est tendu? Ouais. Est-ce qu'on te dit, ah ben non, je ne peux pas fabriquer parce qu'il n'y a pas assez de pièces à fabriquer? Ou tu es obligé, tu fais quand même des concessions, tu fais fabriquer plus? C'est ça. Est-ce que tu te laisses faire? Comme je le dis souvent, la production, c'est qu'une suite de problèmes. Que ce soit des problèmes en termes de minimum spend, que ce soit des problèmes en termes de délai, de minimum spend, de minimum quantité, pardon, que ce soit des problèmes de délai, que ce soit des problèmes de malfaçon, etc. Après, les thèmes de paiement, bref, c'est que des problèmes. En fait, nous, comme on travaille avec des usines qui ont l'habitude de travailler avec des grosses maisons de luxe, nous, on est le petit chez les gros, et du coup, parfois, on a du mal à atteindre les... C'est quand même une force. C'est une force parce que c'est une sécurité aussi. C'est un choix parce qu'on voulait, on a focus notre société sur le produit. Et donc on veut qu'il sorte parfaitement. On s'acharne avec nos usines pour qu'ils sortent nickel, que ce soit en termes de finition, de coupe, de matière, etc. Pour l'équipe, comment ça fonctionne en interne justement? Est-ce que tu travailles avec des freelances? Ouais. Parce qu'il faut quand même suivre toutes les étapes, bien sûr, du début jusqu'à la fin. Je dirais, si tu fais fabriquer en Inde des broderies, il faut quand même suivre le retour. Ça ne va pas, on renvoie. Ouais, Comment ça se passe tout ça? Déjà, la majeure partie de notre collection, elles sont produites en Europe. 80% c'est au Portugal. Très bien. Moi, je fais beaucoup d'allers-retours. D'accord. Donc ça, c'est pour les usines. Que ce soit moi ou Bertie, on va voir nos usines, nos façonneurs.
et on essaie d'entretenir une relation stable. Et ça, c'est très important. Surtout quand on est une emerging brand. Et ensuite, pour la structure en interne, c'est vrai que c'est compliqué en France d'avoir des CDI, d'avoir... Tu trouves qu'on n'est pas assez aidé? On n'est pas du tout aidé. On n'est pas du tout aidé. En fait, on n'est pas tourné vers l'entrepreneuriat. Pour moi, hein, pas assez en tout cas. Tu penses que le stagiaire, c'est pas assez longtemps, l'alternance, c'est compliqué aussi? Non, parce que le stagiaire, on est obligé de passer par ça. Nous, on passe par des alternants, on passe par des stagiaires, on passe par des freelances. Et malheureusement, les postes importants, on est obligé de garder des CDI parce qu'on veut aussi les garder, les involve, bien etc. Sûr, ce que tu as formé. Mais c'est dur. C'est dur. Quel est et en plus, quand tu formes quelqu'un, comme tu l'as dit, tu formes quelqu'un avec ton vrai mindset de société, parce que c'est ce qu'il faut faire, tu n'as pas envie qu'il parte. Voilà, c'est ça. Quels sont les objectifs pour vous en 2026 ? 2026, déjà, on aimerait bien finaliser notre levée de fonds. Ça, c'est vraiment parce qu'on a atteint le maximum qu'on pouvait atteindre en autofinancement. Donc, on ouvre notre capital, on prend des partenaires et on ouvre des retails. Là, c'est notre strat. C'est qu'on veut ouvrir d'ici 5 ans 6 ou 7 boutiques un peu partout dans le monde. En nom propre. Ou avec des partnerships. Mais c'est l'enseigne Mouti, c'est pas des revendeurs. D'accord, Los Angeles, New York. Exactement, aux États-Unis, parce que c'est un gros marché pour nous, mais aussi en Asie. En Asie, la Corée. Corée, où on travaille très bien avec eux, et Tokyo et Shanghai. D'accord, mais ton pays, c'est la France. Mon pays, c'est la France. Je suis français, je suis fier de l'être, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si on se consacre uniquement sur le marché français, on est dans la structure dans laquelle on veut être, dans l'écosystème dans lequel on est, c'est un peu voué à l'échec, malheureusement. Thomas Mouti, oui. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, avec grand plaisir. Ciao. Merci. French touch.